Donc, Jean-Paul David, je suis membre du bureau de la Fabrique de l'exportation. Alors, c'est pour moi, en fait, un plaisir ce soir de non seulement le thème qui va être abordé, qui va être discuté, mais aussi d'accueillir deux chercheurs du Québec parce que, comme vous l'entendez, c'est ma terre d'origine et c'est aussi intéressant d'avoir effectivement une présentation, c'est ça, outre-Atlantique. Donc, on va avoir avec nous ce soir Ella Chebi et Andrew Papadopoulos de l'Université du Québec à Montréal, UQAM, ESG-UQAM, et plus particulièrement du groupe de recherche en innovation stratégique et de gouvernance de cette institution. Alors, les thèmes ce soir qui vont être abordés portent sur les concepts d'innovation et d'internationalisation. Il y a eu déjà beaucoup, ces sujets-là ont été très, très traités, très importants aussi, mais l'angle ici, suivant lequel ils sont abordés, traités, ils ont été observés, en tout cas étudiés, est particulièrement intéressant et c'est vraiment au niveau de l'alignement de l'innovation par rapport à l'internationalisation des PME. Et il y a des cas de PME aussi qui vont illustrer, qui vont être abordés ici dans la présentation. J'en dirai pas plus. De la façon que ça va se passer, c'est qu'on va avoir une présentation par ces deux chercheurs durant à peu près une quarantaine de minutes. Suite à quoi il va y avoir une discussion. Et c'est le moment où vous avez probablement des questions, vous voulez, en fait, des interventions, des commentaires à apporter pour justement alimenter cette discussion. Donc, ça sera le moment à ce moment-là. Et puis, les chercheurs vont être là pour répondre ou échanger avec vous sur ces différents sujets. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à nos chercheurs invités. C'est à vous la parole. Merci Jean-Paul. Je vais commencer par partager la présentation. Vous me dites si vous voyez bien mon écran. Est-ce que c'est bon? Oui. Super, très bien. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Paul, pour la présentation. Merci à la Fabrique de l'exportation de nous donner justement cette occasion de présenter les résultats de notre recherche. Donc, c'est une recherche qui s'inscrit dans un projet qui est financé par le Conseil de recherche en sciences humaines, donc CRSH Canada. Et c'est un sujet c'est une recherche qui porte sur un peu cette dynamique, l'étude de la dynamique entre l'internationalisation et l'innovation. Donc, c'est un plaisir d'être là pour vous parler un petit peu de ça et surtout de répondre, d'essayer d'apporter des éléments de réponse à la question comment les PME pourraient-elles aligner leur politique d'innovation avec leur internationalisation. Donc, à ce niveau-là, notre présentation, donc je vais commencer par me présenter. On est une équipe de chercheurs, donc tous professeurs au département stratégie, responsabilité sociale et environnementale à l'ESG-UQAM. Donc, je vais commencer par me présenter avant de laisser la parole à mon collègue Andrew. Donc, pour ma part, je suis Ella Chebi, donc je suis professeure de stratégie de management international à l'ESG-UQAM. Bon, vous remarquerez que mon accent n'est pas forcément québécois, parce qu'à la base, j'étais en France, donc ça fait 5 ans bientôt que je suis au Canada. Donc, auparavant, j'étais en France et où j'ai obtenu ma thèse de doctorat donc, à l'IAE de l'Université de Lyon 3. Donc, j'ai occupé aussi pas mal de postes de responsabilité en termes de direction de recherche et de direction de département en école de commerce en France. Et depuis que je suis là, donc, je m'occupe plus d'un peu des éléments qui sont liés à la gestion internationale et je suis notamment responsable du microprogramme stratégie de développement international des PME. Donc, je suis membre de plusieurs associations académiques comme l'Académie de l'entrepreneuriat et de l'innovation et aussi du conseil scientifique de l'Association francophone de management international. Donc, j'organise d'ailleurs un atelier sur le lien entre l'innovation et l'international dans la PME, pour les PME, dans le cadre de la prochaine conférence qui aura lieu à Bordeaux en juillet prochain. Donc, si vous êtes intéressés, ça nous fera plaisir de vous voir. Donc, les travaux de recherche portent essentiellement sur les axes un peu autour de l'innovation, de l'internationalisation et de l'intrapreneuriat. Ce sont les thématiques sur lesquelles je travaille et qui ont été publiées dans pas mal de revues internationales et présentées dans des conférences internationales. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue Andrew Papadopoulos qui va se présenter et présenter le reste de l'équipe.
Oui, merci Ala. Donc, bonne soirée ou bon après-midi à vous. Mon nom est Andrew Papadopoulos. Je suis professeur de stratégie maintenant depuis un peu plus de 10 ans ici à l'ESG UQAM. Mes champs de recherche se focalisent surtout sur les fusions-acquisitions, sur la gouvernance d'entreprise, la haute direction, c'est-à-dire les PDG, l'équipe de direction, et aussi sur l'innovation. Donc, je suis directeur du groupe de recherche sur l'innovation stratégique et la gouvernance maintenant depuis 4 ans. C'est un jeune groupe de recherche qu'on a bâti puis qu'on travaille très, très fort pour se faire connaître un peu partout. Et donc, merci à Stéphane et à Jean-Paul pour l'opportunité d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je suis responsable de nos partenariats d'MBA pour cadre pour le Vietnam et la République dominicaine. Comme elle a, je participe activement dans la recherche. Surtout mes recherches touchent, comme j'ai mentionné, surtout les fusions-acquisitions et les PDG et aussi l'innovation, comme je vous ai dit, avec des conférences un peu partout en Amérique du Nord et en Europe. Nos 3 autres collègues dans ce projet de recherche sont Ella, peux-tu avancer? Merci. Sont Majdi Ben Salma qui est ici avec nous, Kamal Bouzinab qui n'est pas là aujourd'hui, et aussi Alexis Labouznassika qui est là avec nous aujourd'hui. Donc, un peu le plan pour aujourd'hui, pour le temps que nous allons passer ensemble. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de passer à travers un peu la recherche, un peu les concepts et les apprentissages pour les gestionnaires et de vous donner quelques exemples. Donc, comment est-ce qu'on va planifier notre temps ensemble? Donc, on va parler du contexte de la recherche, la problématique que nous, on voit pour les PME, donc l'idée les liens entre innovation et internationalisation. On va regarder deux cas en particulier, un en aviation et l'autre en tour d'urgence. On va parler un peu de la recherche, le contexte théorique que nous, on se positionne pour vous donner une idée de pourquoi nous, on trouve que la recherche est innovante vis-à-vis ce qui a été déjà fait. On va parler de la méthodologie qu'on a utilisée pour étudier plusieurs petites et moyennes entreprises ici au Québec. Vous donner quelques résultats de cette recherche-là, donc des points importants à retenir aussi pour les gestionnaires. Donc, si on regarde un peu le contexte de notre recherche ici et un peu le contexte de l'état des PME au Canada, on voit qu'il y a à peu près 80% des PME, 79% des PME se disent innovantes. Donc, si on regarde l'ensemble des entreprises, donc grande taille, petite taille, les PME sont moins innovantes que les grandes et moyennes entreprises, mais pas de beaucoup. Donc, la question maintenant se pose, donc pourquoi est-ce que les entreprises ne s'internationalisent pas? Donc, quand on parle de P et de M dans les PME, il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs entreprises qui sont vraiment axées sur le local et donc ne sont pas, en fait, ce n'est pas possible de vraiment s'internationaliser. Donc, on parle des ventes au détail, on parle de plombiers, on parle des crèches, etc. Donc, la nature locale de l'entreprise empêche, je dirais, la grande majorité des entreprises de s'internationaliser. Mais ce qu'on voit, c'est que l'innovation est un facteur très important de donner un peu de propulsion à l'internationalisation. Donc, avant qu'on passe à la prochaine diapo, il faut peut-être regarder un peu ce qu'on veut dire par innovation. Donc, si on regarde un peu la façon que l'OCDE regarde l'innovation, il y a l'activité de l'innovation, ce qu'on pourrait dire l'effort de l'innovation, donc l'ensemble des activités de développement financière, commerciale, menée par entreprise et ayant vocation à déboucher sur une innovation. Donc, c'est l'effort que l'entreprise essaie fait pour arriver à des innovations. Et on a l'innovation elle-même, donc un produit, un processus d'affaires nouveau, amélioré,
qui diffère sensiblement des produits ou processus précédents de l'entreprise et a été commercialisé ou mis en œuvre par celle-ci. Donc, c'est important de faire la distinction entre ce qui est une innovation et ce qui est une invention. Donc, l'innovation, ça veut dire une invention commercialisée et qui amène quelque chose de nouveau de ce qu'on avait avant. Et quand on regarde cette notion d'innovation, nous, on est beaucoup plus axé aujourd'hui sur le produit, un peu sur les procédés, mais si on parle d'innovation largement définie, on peut parler aussi de modèle d'affaires, d'organisation, de façon de faire, etc. Okay? Donc là, voilà un peu l'idée sur l'innovation et très bien, il faut très bien aussi comprendre qu'il y a la grande majorité des innovations qu'on va avoir, c'est des innovations incrémentales, donc des petites améliorations. Donc, quand on passe du iPhone 9 au iPhone 10, ce n'est pas une révolutionnaire, mais quand l'iPhone est arrivé, c'était révolutionnaire. Donc, on parle d'une innovation incrémentale ou bien des innovations radicales. Donc, regardons un peu le problématique ou l'enjeu pour les PME. Donc, comment les PME peuvent-elles innover dans une perspective d'internationalisation? Donc, pour mieux comprendre, en fait, ce qu'il faut retenir quand on parle de cet enjeu-là, c'est que c'est quand on décide d'innover ou quand on essaie d'innover, ce serait peut-être préférable d'aussi réfléchir à l'étape suivante qui est l'internationalisation. Donc, quand on met en place une innovation ou l'effort d'innover, il faut le faire dans une perspective aussi d'internationalisation. Donc, les innovations devraient se faire dans une optique d'un marché international. Donc, par exemple, les produits comme ici au Canada, c'est la même chose dans la communauté européenne, si je comprends bien. Donc, les produits au Canada, soit la viande, les fruits ou les produits d'érable, c'est le temps de l'érable ici maintenant au Québec. Avant d'être exporté, par exemple, à l'Union européenne, il faut que l'établissement soit agréé par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Donc, ce n'est pas forcément une demande que chaque établissement soit agréé par la CIA, mais pour exporter, il faut que l'établissement ait l'agrégation de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Okay? Et donc, quand on veut regarder cette perspective d'innovation et d'internationalisation, quels sont les facteurs importants? Donc, pour nous, il faut qu'on regarde l'individuel, le processuel, les procédés et les structurels, puis on va parler un peu plus en détail quand on parle de la théorie. Et une fois l'innovation et l'internationalisation s'établissent, donc quels sont les mécanismes nécessaires pour valoriser nos inventions à l'international? Donc, comment est-ce qu'on fait pour que l'innovation locale devienne une réussite internationale? Okay. Donc, un peu, si on regarde un peu ce que notre échantillon un peu, ou les PME concernées par cette recherche. Donc, clairement, c'est des entreprises manufacturières parce qu'elles sont les entreprises les plus sensibles à être en mesure d'exporter. Donc, des entreprises de services au détail, c'est un peu plus difficile. Donc, ça, c'est le premier groupe qu'il faut qu'on cible. Le deuxième groupe, il faut qu'il y ait il faut que ces entreprises-là soient des entreprises innovantes. Donc, manufacturières innovantes et aussi présentes à l'international. Donc, les conditions pour que ces entreprises-là rentrent dans notre recherche se basent sur ces trois critères-là. Et aussi, on vise en moyenne l'entreprise moyenne de notre recherche, c'est une entreprise d'à peu près 100 employés. Donc, ça fait une grande petite entreprise ou une petite moyenne entreprise, donc dans le contexte de définition de ce qui est un PME. Et si on regarde ici un peu les principaux secteurs d'exportation, c'est des entreprises manufacturières ou de fabrication sont les entreprises les plus importantes à l'exportation. Et donc, je vais passer la parole à ma collègue Ella pour vous donner quelques exemples d'entreprises innovantes et internationales.
Merci Andrew. Donc justement pour étudier un peu cette dynamique entre l'innovation et l'internationalisation, nous avons étudié plusieurs cas de PME, 6 exactement, mais on a choisi de présenter 2 plus en détail afin que vous ayez un peu une idée sur le profil un peu des entreprises que nous avons étudiées. Donc la première, c'est une entreprise, c'est une PME qui opère dans l'industrie aéronautique, qui fabrique des pièces, des valves, notamment pour le secteur aéronautique. C'est une PME qui a été créée dans les années 70, donc qui emploie environ 160 employés et qui est très connue pour sa capacité d'innovation. Donc, elle est connue pour l'innovation et ça lui a vraiment permis de décrocher pas mal de prix, comme le prix de l'innovation en 2019 et aussi le grand prix de PME de l'année de l'aérospatiale donc en 2018. Donc, nous avons sélectionné justement cette PME parce que c'est une PME qui est très innovante. Elle est connue pour sa capacité d'innovation, mais aussi pour sa présence à l'international, vu qu'elle exporte plus de 80% de sa production à l'international et son engagement à l'international, il est même plus poussé parce qu'ils ont fini par avoir des usines au Québec, mais aussi en Californie, ce qui va accentuer un peu leur degré d'engagement à l'international. Donc, c'est une entreprise qui est vraiment innovante et qui a su aussi avoir un équilibre et aligner un peu l'innovation avec l'international, avec sa stratégie d'internationalisation. Et ce leadership international, il se voit aussi à travers les paroles de son PDG qui dit que quand le monde entier compétitionne contre toi, tu dois être le meilleur. Donc, on doit s'améliorer constamment en utilisant les outils disponibles. On sait tous que les PME ne disposent pas de ressources vraiment illimitées. Donc, il faut essayer d'avoir une meilleure allocation de ressources. Et surtout quand on est dans une compétition à une échelle mondiale, donc internationale, on est plus avec un défi ou comment on peut orchestrer un peu ces ressources-là pour faire au mieux et être surtout innovant et à la fois à l'international. Donc, c'est la première entreprise que nous avons étudiée. Un autre cas aussi d'entreprise, c'est l'entreprise SBB qui opère dans le secteur de l'aluminium. Donc, cette entreprise-là, elle fabrique des tours d'urgence donc en aluminium. Donc, elle est vraiment, c'est sa spécialité, c'est l'aluminium. Donc, c'est un leader mondial. Elle a été aussi créée dans les années 70 et elle est aussi connue et reconnue aussi pour l'innovation. D'ailleurs, ils ont décroché le prix 2022 du projet innovant. Donc, c'est une entreprise qui fabrique des tours d'urgence, mais pas que, parce qu'elles sont quand même pas mal diversifiées. Elles fabriquent des barrières anti-inondation, elles fabriquent même des vélos en aluminium. Donc, toutes ces innovations-là lui ont permis d'avoir justement une certaine image d'une PME innovante. Mais il y a aussi cet équilibre que l'entreprise a réussi à établir à l'international. En 2018, ils ont eu le grand prix de leader à l'export, donc avec des implantations dans plus de 50 pays, donc 57 plus exactement. Et donc, ils sont vraiment présents dans pas mal de pays et parfois dans des pays où on ne peut vraiment pas imaginer donc, une certaine présence. Donc, là, on voit le PDG, mais en même temps, on voit que c'est une équipe. Donc, il y a une équipe qui s'est vraiment développée. On voit que depuis 2004, le nombre d'employés a été multiplié par 10. Le chiffre d'affaires aussi a été multiplié par 25. Et tout ça, c'est grâce justement à cet alignement et à cette dynamique que l'entreprise a réussi à avoir entre l'innovation et l'international. Donc, en fait, là, on a 2 exemples parmi les entreprises qu'on a déjà étudiées au niveau international, donc au niveau de ce projet-là. Et ce sont 2 entreprises qui ont réussi à avoir justement cet alignement-là. Je vais laisser la parole à mon collègue Andrew pour la suite. Le micro, Andrew. Ah, là voilà, désolé, merci. Donc, quand on regarde maintenant l'internationalisation et l'innovation, donc on se pose la question, est-ce qu'il y a vraiment un secret caché pour le succès de ces PME innovantes qui réussissent à promulguer l'innovation à l'international? Et donc, ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est de regarder un peu la recherche existante sur les PME, sur l'innovation et l'internationalisation et essayer de faire quelques liens. Et après, on va introduire un concept qui découle de ressources, de capacités dynamiques, ce on va appeler les microfondations. Donc, si on regarde un peu, si on passe aux paroles aux chercheurs,
Donc, ici, avant que je rentre dans la discussion de cet acétate, il y a un phénomène en recherche et qui touche clairement aussi la pratique, la gestion, la question qu'on se pose. En fait, le positionnement sur les liens entre innovation et international ne sont pas 100% sans équivoque. Donc, il y a une partie de chercheurs ou une partie de recherche, si vous voulez, où c'est de l'innovation qui nous amène à l'international. Donc, on commence avec l'innovation, puis après ça, l'innovation nous donne les outils, le produit, si vous voulez, qui nous amène vers l'internationalisation et vers un produit intéressant autant pour le marché local que pour le marché international. Il y a aussi un courant de recherche qui, en fait, dit un peu le contraire. Il dit, en fait, non, c'est l'internationalisation, c'est l'apprentissage, c'est la volonté d'aller à l'international qui nous force à innover. Donc, à innover notre produit pour que notre produit soit accepté, acceptable, soit une réussite à l'international. Et il y a un peu, si vous voulez, un peu des chercheurs ou de la recherche qui, en fait, se positionnent un pied dans chaque camp, qui vont dire, en fait, non, c'est une boucle de rétroaction. Donc, on fait de l'innovation, on va à l'international, on a des apprentissages. Les apprentissages nous amènent à avoir d'autres innovations qui nous donnent encore plus d'opportunités à l'international ou de succès à l'international. Donc, c'est un peu ça, aujourd'hui, le monde de la recherche, ou en fait, les visions des liens entre l'international et l'innovation ou l'innovation et l'international. Donc, si on regarde un peu plus spécifiquement le lien, la façon que nous, on voit, c'est innovation nous amène à l'international. Donc, en fait, c'est un positionnement qu'on fait. Et donc, la recherche existante nous dit qu'en fait, si vous êtes une entreprise innovante, vous avez 15% plus de probabilité à se tourner vers l'exportation, à se tourner vers l'international. Donc, l'innovation semble donner un petit coup de pouce à l'internationalisation. Okay. Et pour conquérir les marchés à l'étranger, l'innovation la plus importante semble être des nouveaux produits, donc des produits innovants ou des innovations sur des produits existants. Donc, en allant vers l'international, il y a, comme j'ai dit auparavant, il y a des effets d'apprentissage et ces effets d'apprentissage nous permettent d'améliorer notre produit, d'être plus innovant, de faire d'autres types d'innovations qui a comme conséquence une augmentation de la performance à l'international. Donc, si on regarde quel type d'innovation favorise davantage l'internationalisation, ici, on a vraiment choisi, en fait, il y a deux types d'innovations importantes. Donc, il y a le produit. Donc, le produit nous donne à peu près 7% plus de chances à s'internationaliser. Donc, le produit semble être le propulseur, le moteur important pour l'internationalisation. Et si on regarde notre type d'innovation, soit les procédés ou les processus, la probabilité de s'internationaliser est de 5,5%. Mais si on combine produit et procédé, donc le fait combiné des deux, on arrive à peu près 9%, 9,5% de probabilité d'internationalisation. Donc, on voit l'importance de l'innovation autant pour le produit que pour les procédés et aussi l'effet combiné du produit et des procédés pour l'internationalisation. Donc, si on regarde, si on passe par après à quels sont les facteurs nécessaires pour aligner l'innovation et l'internationalisation. Et bien, comme je vous ai dit, notre positionnement, c'est l'innovation nous amène vers l'internationalisation. Donc, tout le courant, la théorie derrière les entreprises, les compétences, les capacités, les ressources des entreprises est bien ancrée dans un concept qui s'appelle les capacités dynamiques. Donc, c'est les capacités qui sont en mesure de s'adapter pour s'aligner avec l'environnement ou les opportunités. Donc, quand on parle de capacité dynamique, on parle de 3 étapes de capacité dynamique pour rendre cette capacité dynamique. Premièrement, il faut détecter
ce qui signifie identifier et évaluer les opportunités à l'extérieur de notre entreprise. 2, il faut saisir ces opportunités-là, donc mobiliser des ressources pour saisir les opportunités ou en fait pour contrer des menaces aussi. Et finalement, transformer ou en fait dynamiser les ressources, les capacités pour qu'on s'aligne avec notre environnement. Et donc, le problème avec la recherche, ou en fait le défi, c'est que quand on parle de capacité, c'est pas très granulaire. C'est des beaux mots, c'est des concepts très larges. Et là, ce qu'on essaie d'amener, c'est en fait des micro-fondations pour ces capacités-là. Et la littérature semble nous indiquer qu'il y a 3 facteurs importants. Donc, soit l'individu, soit la structure, soit le processus ou les procédés. Et donc, l'individu, on peut parler de la cognition, des expériences, le comportement de l'individu au sein de l'organisation. Pour la structure, on peut parler au niveau de l'équipe, on peut parler au niveau du département et on peut parler au niveau intradépartemental, interdépartemental et en fait au sein de toute l'organisation. Donc, on parle de structure, on parle des petites structures jusqu'à la structure complète de l'entreprise. Et finalement, les processus ou les procédés, c'est les façons de faire à l'intérieur de l'entreprise, de l'équipe, du département, le niveau que vous souhaitez identifier. Et donc, quand on met ces 3 facteurs ensemble, l'individu, la structure et le processus, en fait, ça nous amène vers une entreprise innovante. Et une fois l'innovation arrivée, une fois qu'on est en mesure d'innover, on va se tourner vers le développement de nos marchés internationaux, de nos marchés étrangers. Mais il faut savoir que généralement, dans la grande majorité des entreprises, développement sur les marchés étrangers, ça veut dire comme première étape l'exportation. Et donc, les entreprises vont se tourner vers l'exportation dans une approche étapiste où on va probablement, généralement, se tourner vers des pays voisins ou des régions voisines pour exporter d'une façon, disons, moins intense. Et donc, une fois l'apprentissage de l'activité d'exportation soit bien comprise, bien là, on va commencer à développer nos marchés davantage. Et là, on peut commencer à parler de s'internationaliser plus davantage, ça veut dire établir des bureaux de représentation à l'international, à acheter des filiales à l'international, se créer ou établir une entreprise, soit construire une entreprise ou une usine à l'international ou acheter des concurrents ou des fournisseurs ou des clients à l'international. Et donc, il y a une certaine intensité d'internationalisation aussi qui se fait à travers le temps et avec l'apprentissage. Donc, pour un peu vous expliquer la méthodologie et en fait d'identifier les individus, les aspects, les antécédents de l'individu, de la structure, du processus. Je vais passer la parole à ma collègue Ella pour qu'elle vous explique un peu la méthodologie utilisée pour faire cette recherche ici. Merci, Ella. C'est ton tour d'activer le micro. Oui, justement, je me suis rendu compte que le micro était fermé. Donc, en fait, merci, je disais merci Andrew. Donc, justement, Andrew nous a parlé un peu des différents facteurs qui étaient nécessaires pour ajuster, dynamiser un petit peu l'innovation dans une optique internationale. Et donc, nous, dans le cadre de cette recherche, on a choisi de faire une étude exploratoire, mais plutôt qualitative, pardon, basée plutôt sur 6 études de cas. Donc, on a présenté 2, donc l'entreprise SBB APN, mais on a 6 cas de PME et on a aussi interviewé des experts dans le domaine plutôt d'accompagnement de PME à l'international. Donc au total, on a une vingtaine d'entrevues et c'est une étude, c'est une recherche qui a été menée ces 2 dernières années. Donc là, les responsables qu'on a interviewés ont des profils vraiment différents, donc qui peuvent aller de responsables d'innovation, du directeur d'entreprise, de développement des affaires, de responsable marketing à l'international. Donc, tous ces profils-là, donc ça nous a permis vraiment d'avoir une idée assez riche, assez claire des différentes pratiques et du fonctionnement des entreprises et de ces PME-là quand on parle d'innovation et d'international.
Et donc, ces PME sont des secteurs, comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc plutôt aéronautique, aluminium, mais nous avons aussi des PME dans le secteur médical. Et donc, toujours dans le secteur manufacturier, comme Andrew l'a expliqué au début. Et pour compléter un peu les entrevues que nous avons menées, donc nous avons eu accès à des documents, à des rapports qui sont issus par l'entreprise. Ça nous permet vraiment de compléter nos informations et d'enrichir, d'avoir une vision un peu plus complète, un peu des pratiques de la PME quand on parle un peu d'innovation et d'international. Donc, un peu toutes les informations que nous avons. Donc, nous avons procédé à une analyse de données qualitatives. Donc, on a plutôt utilisé le logiciel NVivo qui nous a permis d'identifier des facteurs et surtout de bien comprendre le fonctionnement de ces PME. Donc là, je vais sans plus tarder passer aux différents éléments qui ressortent le plus en tant que résultat de notre recherche. Donc peut-être en premier élément, avant de rentrer dans les facteurs, j'aimerais bien peut-être mettre l'accent sur un résultat en particulier qui est l'hétérogénéité un peu de fonctionnement au niveau des PME. Et on remarque que les PME, parmi celles qu'on a étudiées, qui se démarquent particulièrement et sont celles qui ont plutôt pensé à l'innovation et l'international en même temps. C'est-à-dire que toutes les PME ne procèdent pas, parfois par ignorance, parfois par manque de ressources. Elles ne pensent pas à penser à l'international au début, donc elles pensent vraiment à développer, à innover leurs nouveaux produits juste pour le marché local, donc en l'occurrence au Québec ou au Canada. Et après, par la suite, elle va penser plutôt à adapter les produits. Et donc là, ça prend quand même des ressources supplémentaires, c'est plus complexe. Parfois, on se fait dépasser par des concurrents parce que c'est trop tard et d'autres ont déjà pris la place. Pardon, donc c'est vraiment cette différence et donc les PME qui se démarquent le plus sont celles qui ont réussi à avoir justement des facteurs qui les ont aidés à penser à l'international et à l'innovation en même temps. Donc en termes de facteurs, donc je vais commencer par les facteurs individuels. Donc les facteurs individuels, il y a quelques-uns. Donc avec notre analyse, on a pu identifier quelques catégories de facteurs individuels qui ont permis justement d'aligner l'innovation et l'international. Dans un premier lieu, c'est le côté humain. Donc le capital humain, c'est vrai que le degré de formation, il est important, engager vraiment des meilleurs ingénieurs, mais l'élément le plus pertinent et qui ressort le plus, c'est le fait d'avoir aussi bien un dirigeant que des employés qui ont des expériences passées à l'international, parce que ça permet d'avoir une expérience dans des cultures différentes, de voir des besoins différents, des milieux institutionnels différents. Donc, et ça donne vraiment une certaine ouverture pour la PME et donc ça aide vraiment à avoir cette ouverture au niveau de l'innovation. Donc ça, c'est le capital humain sur le plan individuel. Il y a aussi le fait d'avoir cette expérience passée à l'international. Il y a le réseau derrière, donc cette capacité à avoir justement aussi bien des dirigeants. Généralement, on les recherche, on met l'accent plutôt sur le réseau du dirigeant. Mais là, un élément important qui ressort de notre recherche, c'est vraiment les employés. Donc le fait d'avoir justement un réseau qui est très développé à l'international, ça facilite l'accès aux informations, ça facilite les collaborations et ça permet d'avoir vraiment des partenariats, d'établir vraiment des collaborations à l'international grâce aux employés. Donc, un autre élément aussi, c'est lié plutôt à l'interprétation, à la manière d'interpréter les informations, mais surtout au capital cognitif. Donc, ici, on a les éléments qui ressortent le plus, c'est l'importance vraiment de prise de risque et de laisser vraiment une certaine autonomie avec un certain équilibre un peu entre une certaine intuition, ce marché-là pourrait convenir, cette innovation-là pourrait convenir à tel ou tel marché, et aussi une prise de décision assez rationnelle pour essayer d'avoir un certain équilibre entre les deux. Mais ça joue quand même beaucoup parce que ça aide vraiment à aller chercher des idées, à aller chercher des innovations, à être ouvert sur le monde d'une manière générale et à pouvoir un peu intégrer un petit peu tout ça pour l'entreprise pour pouvoir développer des innovations qui permettent à l'entreprise d'être plus compétitive sur le marché international. Donc ici, ça, ce sont les facteurs individuels, mais comme Andrew l'a dit, on a trois catégories de facteurs. Donc la deuxième catégorie, c'est vraiment les facteurs structurels. Donc quand on parle de structure, donc on parle vraiment de la structure de l'organisation. Donc là, en l'occurrence, c'est la structure de la PME. Pas mal d'éléments qui ressortent et là aussi, on remarque des différences au niveau des PME que nous avons étudiées.
Et les PME qui se démarquent le plus et qui arrivent justement à avoir cette reconnaissance à l'international entre l'innovation et l'international, c'est vraiment les PME qui ont des structures ouvertes à l'international. Donc, je parlais tout à l'heure du réseau, mais ici, on a les collaborations avec des partenariats stratégiques. Donc, on va essayer de voir des partenaires. Le fait d'avoir justement ces employés, tout à l'heure, ça permet de fonctionner en réseau. Et surtout, si la PME elle a les moyens, ça lui permet aussi d'aller chercher des structures à l'international. Et là, ce qui est important, c'est vraiment le fait d'intégrer les connaissances. Donc, on parle un peu de cette capacité d'absorption qu'il pourrait avoir pour être capable de digérer un peu toutes les informations qui vont venir de l'extérieur, de l'international. Et généralement, les PME, elles sont très tournées vers l'opérationnel, vers les activités quotidiennes. Donc, on a moins le temps, mais c'est important de consacrer du temps et d'avoir cette ouverture à l'international. Donc, un autre niveau aussi, ça doit être combiné avec une grande agilité. Donc, c'est important d'avoir laisser un peu la parole, laisser un peu les initiatives aux différents employés, donc fonctionner par équipe, avoir des modes projet et avoir une certaine décentralisation. Ça permet d'être à l'écoute un peu du marché à l'international et de s'ouvrir un peu, et ça permet d'avoir un peu des informations qui peuvent provenir un peu de partout. Et donc, ça aide à vraiment capter ce qui se passe à l'international grâce à cette décentralisation. Donc ça, c'est toujours au niveau de la structure. Un autre élément important, et ça, ce ne sont pas toutes les PME qui consacrent du temps là-dedans ou qui dédient une structure pour le faire, c'est vraiment avoir une structure qui est dédiée à aller chercher des subventions. Quand on parle de subventions, là, on a remarqué que les PME, soit par ignorance, soit par manque de temps, ne connaissent pas forcément les structures d'aide, les mécanismes d'aide qui sont à leur disposition pour innover, pour aller à l'international. Et les PME qui s'en sortent le mieux, qui réussissent sont celles qui ont des structures qui sont dédiées. Donc, ils consacrent vraiment des ressources pour aller monter des dossiers, pour aller chercher des subventions. C'est assez lourd parfois. Et parfois, on fait un arbitrage, on dit oui, on n'a pas beaucoup de temps. Il faut vraiment qu'on développe nos produits, donc on ne va pas consacrer du temps, alors que c'est une erreur. Les PME qui ressortent le plus sont celles qui vraiment vont chercher des subventions, un peu comme Investissement Québec, Banque Développement Canada, les chambres de commerce, un peu comme l'équivalent en France. Donc, ce sont des structures qui sont intéressantes. Donc, il faut dédier une équipe de des ressources pour aller à la recherche d'informations. Et aussi, c'est important d'avoir une présence locale avec des représentants sur les marchés étrangers. Donc, ça, c'est vraiment important parce que ça permet de nouer une certaine expérience, une certaine proximité avec les représentants. Et donc, ça permet d'avoir cette possibilité d'avoir accès à des innovations et à des idées d'innovation aussi à l'international. Donc, on a parlé de la structure, on a parlé des individus, mais ce qui ressort le plus, c'est vraiment les processus. Les processus sont plus ou moins formalisés dans les PME en fonction de leur taille, en fonction de leurs ressources, mais on voit que la culture interne de l'innovation est très importante, ça ressort particulièrement. C'est vrai qu'il y a une importance quand même de la tolérance de l'échec, mais il faut surtout être inscrit dans un processus qu'on appelle d'amélioration continue. Donc là, on prend l'exemple de PME. Généralement, une fois que j'ai exporté mon produit ou j'ai commercialisé mon produit, ben, je vais pas prendre le temps de faire un suivi, d'aller voir les clients, de voir comment ça se passe, d'avoir leur retour. Donc ça, cette proximité-là rentre dans la culture d'innovation. Et donc, ça permet vraiment de retravailler le produit, d'aller revoir, d'améliorer, de rajouter éventuellement d'autres attributs pour le produit. Et donc, on est dans un processus d'amélioration continue qui est intéressant. Un autre point aussi, c'est vraiment avoir une R&D, un processus de recherche et développement qui est ouvert sur l'international. Donc, en plus de la protection des inventions, nous avons remarqué qu'il est très important de mettre en place un processus de validation des nouveaux produits à l'international, c'est-à-dire dès le début. Là, ça nous permet vraiment d'aller tester un peu le produit sur des marchés pilotes pour voir quels sont les éléments qui pourraient fonctionner, ce qui ne pourrait pas fonctionner. Mais bien sûr, ça suppose vraiment qu'on ait des informations sur les marchés à l'international. Donc ça, c'est vraiment l'importance d'un processus, de mettre en place un processus bien développé, bien établi d'intelligence stratégique à l'international.
Et qui dit processus d'intelligence stratégique dit recherche d'informations et aussi analyse, captation de ces informations-là. Donc, c'est important de mettre en place un processus de veille technologique. Parfois, on a remarqué que certaines PME sont dans leur secteur, mais aussi vont aller chercher des innovations et des idées de nouvelles technologies dans d'autres secteurs. Donc, ça peut être source d'inspiration pour ces PME-là. Et celles qui réussissent, justement, c'est celles qui réussissent à avoir une certaine ouverture à ce niveau-là. Donc, il y a aussi, on voit un peu ce que font les concurrents. Donc, ça, oui, mais par contre, les deux éléments clés, je trouve, c'est plutôt la co-création avec les clients. Donc, on a des cas de PME qui ont réussi à aller co-créer un produit avec un client à l'international. Et après, cette innovation-là, elle a été déployée auprès d'autres clients sur d'autres marchés. Et surtout aussi le fait de mettre en place un processus de veille, c'est-à-dire que avant de concevoir le produit, et ça c'est très important, avant de concevoir le produit, on va aller s'enseigner sur les normes, sur les standards, sur les couleurs éventuellement qu'on pourrait mettre, ce qui pourrait marcher pour essayer de maximiser les chances pour commercialiser les produits donc une fois qu'ils sont développés. J'ai en tête deux exemples. Par exemple, le système impérial de mesure éventuellement. Donc là, c'est pas tous les pays qui l'utilisent. Donc, en Amérique du Nord, on utilise quand même la livre, les pouces, etc., ce qui n'est pas le cas avec le système métrique dans d'autres pays. Donc, le fait justement d'intégrer ça et d'en prendre conscience, donc ça permet de développer, de concevoir un produit qui pourrait répondre à des besoins internationaux dès le début. Un autre cas d'entreprise dans le secteur médical où on avait un packaging avec des signes de recyclage qui peuvent être autorisés dans certains pays et pas d'autres. Le fait d'en savoir à l'avance, ça permet d'éviter de changer par la suite et ça réduit les coûts supplémentaires. Donc ici, on a vu un peu les principaux facteurs et ça nous conduit un peu à des recommandations donc au niveau managérial pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut tirer un peu de ça concrètement. Donc, réellement, on a pas mal de résultats, mais nous, on a choisi de mettre l'accent sur trois principaux en termes de recommandations. Donc, le premier, c'est vraiment, on recommande d'avoir une politique RH qui est très tournée sur l'expérience à l'international. Donc, généralement, avec, surtout actuellement, après la pandémie, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, on va essayer de voir ce qui arrive, on va faire avec ce qu'on a. Mais par contre, c'est vraiment important d'intégrer dans les grilles de recrutement certains critères comme l'expérience diversifiée à l'international, le fait d'avoir des profils interculturels intéressants, d'avoir un degré de créativité intéressant aussi, développer, d'avoir un réseau assez développé, assez riche et de prendre des risques. Donc, cette capacité à prendre des risques, c'est important. Et donc, ça permet d'avoir une meilleure connaissance des marchés étrangers. Ça aide à négocier à l'international. Donc, parfois, on néglige cet aspect-là, mais cette négociation-là interculturelle, elle peut être favorisée par cette richesse de profils d'employés et ça permet de développer des collaborations à l'international. Donc, ça, c'est la première vraiment recommandation au niveau des profils des employés qu'on pourrait avoir. Un autre aspect, donc je pense que vous l'avez compris, c'est vraiment de concevoir l'innovation avec l'international dès le début pour éviter d'avoir une adaptation par la suite. Ça veut dire qu'on va vraiment intégrer des spécificités internationales. Donc, un peu ces veilles au niveau des normes, des standards, des nouvelles technologies, de validation un peu de ces produits-là à l'international, donc des procédés. Et d'être toujours dans cette optique d'amélioration continue avec une proximité avec les clients, avec les représentants locaux sur les marchés étrangers. Donc, ces éléments-là, ça permet vraiment de concevoir un produit initialement, dès le début, qui est facile à ramener un peu sur le marché international. Et surtout aussi, on a vu certains dirigeants qui fonctionnent par profil. On a un profil, par exemple, pour eux, l'Europe, par exemple, c'est un bon profil de rapport qualité-prix. Je prends l'exemple de l'Inde où on est vraiment des profils, on fait un profil type où on est plutôt axé sur les prix. Et donc, ils vont ajuster les informations qu'ils vont introduire et intégrer en fonction des profils et en fonction des pays ciblés. La dernière recommandation, elle porte vraiment sur la structure organisationnelle, sur cette agilité qui est importante et cette ouverture intéressante qu'il faut avoir au niveau de la structure organisationnelle. Donc, pour développer des collaborations avec des partenaires et aussi avoir une certaine décentralisation, responsabilisation des employés, essayer aussi d'éviter d'avoir une certaine dépendance au niveau des représentants. Donc, essayer de maximiser un peu parce que ça permet d'avoir une certaine richesse au niveau des informations et au niveau des contacts et des possibilités de négociation, et aussi dédier des équipes aussi bien pour les subventions, mais aussi pour l'expérience client à l'international pour avoir un suivi intéressant.
Et donc ça permet vraiment de favoriser cette capacité à innover avec une dimension internationale, avec surtout des équipes qui pourraient participer, qui pourraient contribuer aussi à l'international. Donc là, on a vu vraiment la partie avant. Donc avant d'innover, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement intégrer comme élément? Quels sont les facteurs qui pourraient aider la PME à concevoir leur innovation avec un alignement sur l'international? Mais il ne faut pas oublier que l'innovation, elle a besoin d'un coup de pouce aussi pour qu'elle parte à l'international. Donc on répond un peu à cette question sur comment, une fois qu'on a développé le produit, comment le valoriser un peu sur les marchés étrangers. Et donc on a plusieurs éléments qui ressortent comme plutôt la compréhension des facteurs institutionnels, la culture, etc. Mais nous, on a choisi de mettre l'accent essentiellement sur les capacités marketing. Donc, avec vraiment l'importance de renforcer des présences sur les marchés internationaux. Et là, les PME ont pris conscience, surtout avec la pandémie, où il n'était pas possible d'être présent sur les salons, sur les foires. Et donc là, ça affecte beaucoup et ça permet de valoriser les innovations à l'international. Privilégier surtout des premiers contacts, donc directs, se déplacer, même si ça coûte de l'argent de se déplacer, mais c'est important d'aller vraiment rencontrer les personnes, les clients pour la première fois, pour se rendre compte un peu des besoins, pour discuter, ça c'est intéressant. Aussi investir dans le marketing digital pour avoir une certaine visibilité. Toutes les PME par manque de ressources ne le font pas, alors que c'est très important. Entretenir des relations de confiance avec les représentants locaux et c'est surtout de l'entretenir sur la durée, avec des échanges en continu, un suivi en continu. Et aussi un point qui nous paraît particulièrement intéressant, c'est le fait de participer à des concours d'innovation. Donc, on voit que celles qui participent, les PME qui participent à des concours d'innovation, ça fait vraiment la différence parce que ça permet d'avoir une certaine reconnaissance, une image à l'international qui permet d'accélérer le fait d'aller à l'international. Donc, voilà un peu les principaux résultats de notre recherche. Ça, c'est vraiment une question, comme Andrew l'a dit, nous, on s'est positionné de l'innovation à l'international, mais ça peut être une ouverture aussi, entre autres pour la discussion, et c'est pour l'autre partie de notre projet, c'est vraiment l'international, quel rôle ça joue vraiment dans le développement de cette capacité d'innovation. Donc, on a vu que nous, de l'international, donc on a besoin de ces éléments individuels, structurels, processuels pour innover et aller à l'international. Pour booster un peu tout ça, on a besoin de la capacité marketing, mais derrière, donc, on a l'innovation de procédés qui ressort. On a remarqué que finalement, les parties qui sont liées vraiment, une fois qu'on a cette pression à l'international, ça nous donne vraiment une certaine exigence à l'international. Donc, on a vu que des PME mettent l'accent sur l'automatisation, sur l'innovation de procédés, sur l'industrie 4.0. Et donc, ça va être combiné avec l'innovation de produits pour renforcer la présence sur le marché international. Donc, voilà un peu les résultats de notre recherche et on vous remercie vraiment pour votre écoute. Merci beaucoup. Alors, merci Ella, merci Andrew pour cette riche, intéressante présentation. Merci aussi au collectif là, de chercheurs qui a participé et puis